La directrice générale de GRDF va nous rejoindre, Laurence Poirier-Dietz, bienvenue madame. Et le président Pinta va vous accueillir. On parlera gaz vert, on parlera d'une filière qui devient mature et qui a beaucoup progressé depuis le rendez-vous de Rennes il y a 2 ans. Bienvenue Laurence Poirier-Dietz qui nous rejoint. Bienvenue madame. Prenez place. Je vous en prie. Voilà, Madame la Directrice Générale, c'est avec grand plaisir que nous vous accueillons aussi, bien sûr, à notre congrès de Besançon. En effet, depuis notre précédent congrès de Rennes, plusieurs éléments se sont produits qui vont nourrir nos échanges. Je pense en premier lieu au nouveau modèle national de contrat de concession que nous avons signé ensemble fin 2022. Ce modèle commence à être décliné dans les territoires par nos adhérents en lien avec vos équipes. Nous avons édité également un guide d'accompagnement pour favoriser le renouvellement de ces contrats. À ce jour, nous comptons environ 160 renouvellements, dont la Gironde d'ailleurs, qui concernent essentiellement des grands contrats. Pour favoriser le regroupement intercommunal, le nouveau modèle intègre une redevance incitative liée au nombre de communes regroupées. C'est une réponse adaptée pour mettre fin au morcellement des concessions, et on compte en effet près de 3500 petites concessions. Notre modèle comprend une autre nouveauté significative, celle de la gouvernance partagée des investissements. C'était un souhait des élus de notre fédération afin de pouvoir mieux orienter les investissements en lien direct avec les communes dans le cadre de la transition énergétique. Les premiers retours de terrain de cette méthode, nouvelle pour tous, sont plutôt positifs et j'espère que vos équipes partagent aussi cette impression. Nous avons également intégré dans nos contrats concession une nouvelle dynamique de pilotage en faisant une place à des indicateurs de performance incités financièrement, ce qui est une première pour répondre à notre souhait de régulation locale. Enfin, nous avons intégré la transition énergétique qui est devenue, pour vous comme pour nous, une exigence vitale. En effet, le gaz naturel, l'énergie fossile, est amené à se réduire fortement dans nos mix énergétiques. C'est nécessaire à la fois pour lutter contre le réchauffement climatique, mais aussi pour garantir notre indépendance énergétique. La guerre menée par la Russie en Ukraine l'a bien montré. Certes, l'Europe a su rapidement réorienter les flux de gaz, mais notre approvisionnement est toujours largement dépendant d'autres pays. D'où la nécessité de produire le plus possible de gaz vert et renouvelable. GRDF en a pris la mesure, nous adhérons aussi. J'observe que de plus en plus de syndicats d'énergie et d'autres collectivités s'impliquent dans des unités de production de biogaz. Les résultats sont là, ils dépassent même les objectifs nationaux qui étaient prévus. Nous pouvons donc nous en féliciter, même s'il convient de maintenir le cap à l'avenir sur ce dossier. Dans une logique de circuit court, ce gaz peut être injecté dans le réseau ou utilisé sur place, par exemple dans des stations d'avitaillement qui se développent un peu partout. J'ai noté par ailleurs les efforts en termes de communication réguliers, d'ailleurs et souvent humoristiques, on en parlait hier soir, de GRDF pour promouvoir le biogaz. Je pense en particulier au clip publicitaire mettant en scène Jamel Debbouze. L'évolution réglementaire récente à laquelle notre fédération a contribué a aussi ouvert la possibilité de recourir à l'autoconsommation collective pour le gaz. C'est une avancée, je crois, majeure, dont nous espérons qu'elle se traduira rapidement par des projets concrets, même s'il y a encore des questions sur le périmètre pour la bonne mise en œuvre sur le terrain. Nous entendons bien l'adage sur lequel il ne faut pas interdire, mais verdir le gaz. Voilà, Madame la Présidente, la directrice, je vous ai une promotion dans mon élan. Voilà, Madame la Directrice Générale, les éléments que nous souhaitions porter à votre connaissance. Et en tout cas, on vous remercie beaucoup de votre présence et je m'empresse donc de vous laisser la parole. Bienvenue, Madame. Je vous invite à rejoindre le pupitre. La mère des batailles, le verdissement du gaz et le président Pinta qui invite Jamel Debbouze au congrès de la FNCCR. Quand même. Hein. D'accord.
Messieurs, mesdames, merci, Monsieur le Président de la FNCCR, Monsieur Pinta, cher Xavier, Madame les ministres et Présidente de la Creux, cher Emmanuel, Mesdames, Messieurs les présidents des syndicats d'énergie, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, je tiens d'abord à vous remercier, cher Xavier, pour votre invitation. Je suis très heureuse de prendre la parole une nouvelle fois devant vous. Je suis là pour la deuxième fois, après ma venue au Congrès de Rennes. Et depuis ce Congrès de Rennes en 2022, que de chemin parcouru, quelles années aussi. 2022 a été particulièrement une année, je dirais, terrible pour l'énergie. On s'est réveillé en année 2022 comprenant que les choses n'allaient plus se passer comme avant. Mais je voudrais surtout dire que finalement, 2 ans après, on peut se féliciter d'avoir aujourd'hui 685 sites de méthanisation qui injectent du gaz renouvelable dans les réseaux. C'est une capacité qui fait 12 TWh. C'est l'équivalent de 2 réacteurs nucléaires et seulement en 10 années. Je peux vous témoigner que je suis en contact régulier avec mes collègues européens, distributeurs de gaz. Ce que nous faisons ici en France est envié de toute l'Europe. Et je suis intervenue il y a 3 jours à l'association gaz des distributeurs du Portugal, le France Gaz du Portugal, qui vraiment voulait connaître l'ensemble de ce qui a été fait en France, qu'il s'agisse des tarifs, du droit à l'injection, des appels d'offres et de la manière dont tous ensemble, régulateurs, États, opérateurs, vous, collectivités locales, on a su faire émerger cette filière. En Bourgogne-Franche-Comté, où nous sommes avec plaisir aujourd'hui, 18 sites injectent dans les réseaux et 25 sont en construction. Il y a 2 ans, lors de ce même congrès, vous l'avez rappelé, cher Xavier, nous avons lancé officiellement notre nouveau modèle de contrat de concession. Nous avons mis en place avec vous, FNCCR, et avec France Urbaine. Et à ce jour, à notre décompte, c'est plus de 200 autorités qui ont signé, renouvelé, fait le choix de renouveler leur contrat sur ce modèle. Ce nouvel modèle de contrat, qui est très exigeant sur nos fondamentaux d'activité de concessionnaire, mais également innovant, il nous permet de garantir toujours un niveau très élevé de sécurité, de fournir un service public de qualité aux usagers et d'accompagner les territoires dans la transition énergétique. Je pense que c'est même l'élément essentiel finalement de ce nouveau contrat. Ce qu'on a voulu avec ce contrat, c'est répondre à des objectifs concrets. D'abord, que ce soit un outil souple, adaptable, qui répond aux besoins de concertation exprimés par les collectivités. Et puis ensuite, que ça permette à tous les territoires de se projeter dans un avenir décarboné. Car oui, la décarbonation, je ne suis pas la première ce matin à l'évoquer, c'est l'enjeu essentiel qui nous rassemble et qui nous dépasse tous finalement. Nous, collectivités, nous, distributeurs, nous, citoyens, avons un rôle déterminant à jouer dans la décarbonation en France. Les échéances, elles sont précises, elles sont devant nous. Xavier Piessazic les a rappelées tout à l'heure. Il faut baisser les émissions de gaz à effet de serre de 55% en 2030. La France s'y est engagée, c'est le Fit for 55. Et atteindre la neutralité carbone en 2050, ça ne va pas se faire tout seul. Ça veut dire que, très simplement, je le dis simplement, nous ne pourrons pas obtenir ces résultats, ces engagements, ces objectifs, si on n'accélère pas la transition énergétique et le développement de toutes les ENR, dont les gaz verts. Et les gaz verts, ils ont la capacité de décarboner aujourd'hui ce que le gaz a comme place dans le mix énergétique d'aujourd'hui. Ça a été dit aussi, 20% de gaz dans le mix aujourd'hui énergétique, du gaz fossile essentiellement, 3% de gaz renouvelable seulement. Mais on a la capacité en 2050 à décarboner le gaz, bien sûr en baissant les consommations. Donc je le dis vraiment très clairement aujourd'hui devant vous, si nous n'arrêtons pas les débats sans fin, si nous ne stoppons pas l'éternel attentisme de peur qu'une énergie réussisse sa transition, nous n'attendrons rien. Et tout ce qui se fait dès aujourd'hui en termes de décarbonation, tous ces petits pas de tous les jours, de toutes les semaines dans les territoires, ont beaucoup d'effets. Ils ont beaucoup d'effets sur le dérèglement climatique. Toute tonne de carbone évitée aujourd'hui, c'est une tonne de carbone qui n'a pas d'effet sur le climat pendant des dizaines d'années.
Alors depuis de nombreuses années, chez GRDF, nous portons une transition énergétique juste pour tous. Cette transition, elle repose sur 3 principes auxquels nous sommes particulièrement attachés. D'abord, la sobriété énergétique, avec la prise de conscience que l'action de tous pour réduire la consommation est impérative et qu'il faut continuer. Deuxièmement, l'efficacité énergétique. Évidemment, ça passe par le déploiement de solutions performantes dans le bâtiment, dans l'industrie, mais aussi dans la mobilité, particulièrement la mobilité lourde, avec le développement du bio-GNV. Nous continuerons, évidemment, comme vous, à défendre et promouvoir ces solutions. Et puis, troisièmement, bien sûr, verdir notre énergie en multipliant par 5 la production de gaz verts d'ici 2030. 5, c'est 5 x 12, 12 Tera, 60 Tera pour atteindre 60% de gaz vert dans les réseaux et puis 100% à horizon 2050. Alors à tous ceux qui ne croient pas en la capacité de la filière gaz à atteindre ces objectifs, je dis, regardez ce que nous avons fait en 10 ans. 12 TWh, c'est le double des objectifs de la PPE. Regardez ce que l'on projette en 6 ans, multiplié par 5 la capacité de production. Et lisez les nombreux rapports sur les perspectives énergétiques françaises. Xavier Piessadic a parlé de celle de RTE. Emmanuel Vargon a évoqué celle de la CRE, les nombreuses études faites par la CRE, l'ADEME et bien d'autres qui ont confirmé la nécessité de conserver les réseaux gaz. Alors, je comprends bien que le 26 juin, ou le 27 juin, on ait un peu trop d'électricité produite par les ENR et que du coup on soit exportateur à des prix qui soient très bas. Mais la consommation, c'est des pics et des creux, comme on l'a dit, pour l'énergie. Et ça ne veut pas dire que quand on en a trop à ces périodes-là, on en a assez d'électricité pour l'hiver. Moi, je voudrais juste reprendre les chiffres tout simples du 10 janvier. C'est une journée d'hiver un peu normale, avec un peu de neige. Et il a été communiqué par RTE sur la puissance d'appel électrique, c'est 83,5 gigawatts cette journée-là, avec du nucléaire, une partie d'ENR, et puis 8 gigawatts de cycle combiné à gaz et un peu de charbon. Au même moment, nous, les opérateurs gaziers, on a pu regarder ce que donnait la puissance, c'est pas une pointe en gaz, mais une puissance développée par le système gazier, c'est 110 gigawatts. Voilà, je ne vais pas aller plus loin parce que clairement, ce n'est pas vraiment la chaudière qu'il faut bannir, mais le gaz qu'il faut verdir. Si on y croit, c'est qu'on croit à la résilience du système. Et à défaut de résilience du système, dans l'hiver en particulier, c'est bien plus que des sujets d'électricité, d'énergie, de gaz et d'autres qui arriveront à la France. C'est tout un sujet autour de son PIB, sa capacité à avoir des industriels et évidemment à avoir des Français capables de subvenir à leurs factures d'énergie. Donc on est vraiment dans quelque chose de majeur. Je crois que l'énergie, depuis 2022, on a enfin compris que c'est quelque chose d'essentiel. Et effectivement, c'est complexe, mais ce n'est pas parce que c'est complexe qu'on doit faire des raccourcis qui finalement nous amèneraient à beaucoup de difficultés. Alors, clairement, les réseaux gaz sont disponibles. Ils desservent aujourd'hui 80% de la population. Ils ont un vrai pouvoir de résilience et ils amènent cette flexibilité dont on a plusieurs fois parlé ce matin. Le potentiel de gaz vert, il est de 320 TWh. Il permet de couvrir l'ensemble des usages à 2050 et il permet de décarboner l'ensemble des secteurs, on l'a dit déjà, bâtiments, industrie et mobilité. Alors je sais que parfois on dit mais il n'y a pas assez de biomasse. Et alors, le potentiel de biomasse, on l'a déjà utilisé plein de fois. Alors ça, c'est vrai quand on mélange tous les types de biomasse. Et dans biomasse, c'est un vocable assez large dans lequel on peut parler du bois A, B, des CSR et puis de la biomasse fermenticide. Donc là, il ne faut pas mélanger les biomasses forestières et il ne faut pas mélanger la biomasse fermenticide et les déchets qui sont aujourd'hui l'essentiel des intrants de la méthanisation. Et donc, inutile de s'affoler, les déchets qui aujourd'hui entrent dans les méthaniseurs, quand ils n'y entraient pas, qu'on n'avait pas cette solution développée en France, soit ils restaient sur champ où ils étaient, soit on prenait de l'énergie pour s'en débarrasser. Donc, n'ayons aucune crainte, on n'a pas de conflit d'usage.
Donc d'ici 2030, la méthanisation demeure le procédé le plus mature, efficace, pour traiter de la biomasse agricole et décarboner l'agriculture par le même effet, et puis traiter tous nos déchets. Et puis, bien sûr, maintenant, c'est une véritable voie alternative qui est complémentaire au compostage pour les biodéchets des collectivités. Alors, à l'heure des grandes questions sur quelle énergie pour décarboner quel secteur, simplement vous dire, rendez-vous compte de la chance que nous avons d'une filière de méthanisation installée qui ne demande qu'à se développer et produire. Alors, faisons le grand saut. Vous l'avez dit, Monsieur le Président, faisons le grand saut ensemble pour déployer massivement la méthanisation sur l'ensemble des territoires. C'est une réelle opportunité qui crée une véritable économie circulaire avec un lien local entre la production et la consommation d'énergie, en créant des emplois, 170 000 emplois à horizon 2050, 50 000 à horizon 2030 et environ 10 000 aujourd'hui, supplémentaires dans les territoires et non délocalisables. Et puis surtout, quand on parle de gaz vert, nous évoquons souvent la méthanisation, mais en fait, il faut parler des gaz verts. Et les gaz verts, ça veut dire qu'il y a différentes technologies nouvelles qui vont être maintenant implémentées, car quel que soit le territoire, qu'il soit rural, qu'il soit urbain, agricole, il y a différentes technologies de production de gaz vert qui permettent de s'adapter à chaque configuration et d'exploiter les ressources locales. Et puis donc, les réseaux de gaz pour accueillir ces nouveaux gaz verts. Alors avec les industriels de l'eau, et du traitement de l'eau en particulier, les industriels des déchets et du bois, nous réussirons à lancer de nouvelles filières de pyrogazéification et de gazéification hydrothermale pour en faire une réalité dans vos territoires et des voies complémentaires existantes aux filières de valorisation énergétique des déchets. Alors pour cela, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Il nous reste à expérimenter. Il faut expérimenter et il faut avoir un cadre réglementaire souple qui permette aux acteurs de se tester. Et il faut apporter un soutien financier et politique à ces filières. Alors nos voisins européens, eux, l'ont bien compris. Plusieurs projets industriels de pyrogazéification et de gazéification hydrothermale sont déjà en opération, enfin en service, en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, en Suisse, en Italie, pour injecter du gaz vert dans les réseaux d'ici la fin d'année. Alors à nous maintenant, en France, d'accélérer et de faire que la production de gaz vert à partir de ces nouvelles technologies soit aussi une réussite, comme l'est déjà la méthanisation. Soyons clairs, l'électrification importante des usages est en cours et doit arriver, et il y a peu de débats sur certains secteurs, très clairement. Mais soyons honnêtes et pragmatiques, l'avenir ne pourra pas être tout électrique. Donc ça veut dire que les réseaux gaz jouent ce rôle majeur. Ils le sont d'ailleurs des alliés au développement des ENR et de toutes les ENR. Nous l'avons démontré avec plusieurs expérimentations. Nous pouvons accueillir la surproduction d'ENR électriques en valorisant sous forme d'hydrogène ou de méthane reconstitué dans nos réseaux. Ça fait aussi partie des solutions. Et de même que ces technologies doivent avancer, il faut à présent avancer pour les expérimenter. Je m'adresse donc à vous, élus, syndicats d'énergie, vous qui représentez les territoires, vous qui savez les faire vivre au quotidien sur l'énergie, vous disposez de la connaissance locale et de la maîtrise des potentiels, vous qui possédez les réseaux gaz, d'électricité, de chaleur renouvelable, c'est à votre niveau que se font les choix énergétiques d'aujourd'hui et de demain. Vous n'êtes pas seul et vous pourrez toujours compter sur les gaz verts, la filière des gaz et GRDF pour vous accompagner. Et c'est ensemble que nous pourrons multiplier par 5 la production d'ici 2030 et nous avons un peu plus de 6 ans pour y arriver. Cette ambition, elle est très réaliste et je voudrais vous dire que les producteurs sont là. Aujourd'hui, ils ne demandent qu'à pouvoir développer leurs installations et nous avons actuellement un grand nombre de producteurs qui nous demandent des études de raccordement et beaucoup d'autres qui attendent de voir quelles vont être les évolutions, en particulier sur le mécanisme des CPB. Les acteurs de la pyrogazéification et de la gazéification sont prêts à expérimenter. Le premier appel à manifestation d'intérêt avait dénombré 49 projets en France. Il y en a au moins une dizaine qui sont proches de démarrer. Là aussi, à nous de le faire. Et nous, la filière gaz,
Nous aussi, nous préparons l'arrivée des gaz verts. Pour nous, c'est à peu près 22 000 kilomètres de raccordement de réseau nécessaires pour aller raccorder les unités de biométhane, pour faire les rebours aussi, 200 rebours qui seront construits. Et je tiens à saluer la délibération de la Commission de régulation de l'énergie sur les activités de GRDF, parce que ça pérennise nos investissements dans le développement des gaz verts et nous pourrons être au rendez-vous en 2030. Je l'ai dit, pour décarboner en France, cela nécessite des efforts de tous et de chacun, et nous n'y faisons pas exception chez GRDF. Ça a été évoqué par Emmanuel Vargon tout à l'heure. C'est pour ça que nous sommes engagés avec notre nouveau projet d'entreprise qui est en ligne avec les accords de Paris à décarboner, et nous l'avons appelé mission décarbonation. Cette optique, nous avons à gagner en performance. Et vous le savez, le prix du gaz qui va augmenter au 1er juillet tient en compte aussi d'une augmentation du prix des réseaux. Mais cette augmentation, c'est aussi le reflet des coûts d'exploitation et de maintenance. Souvent, on a dit c'est ce reflet-là qui fait cette augmentation. En fait, il y a aussi un effort de rattrapage de la période tarifaire précédente, puisque la période précédente a évidemment fait face à un certain nombre de crises entre le prix de l'énergie et l'inflation. Nous avons, dans notre projet d'entreprise, aussi décidé de diviser par 2 nos propres émissions d'ici 2030, et puis multiplier par 5 et accompagner, bien sûr, toute la filière de production des gaz verts. Voilà, je voudrais terminer et vous dire, évidemment, que on sera les premiers acteurs de cette filière avec, à vos côtés. Mais que le principal dans une filière qui maintenant n'est plus une filière émergente, mais une filière solide, c'est d'avoir un cadre réglementaire clair et constant. Et donc, évidemment, le soutien aux tarifs, au CPB, au certificat de production de biogaz, dont on attend encore, oserais-je dire, la publication du décret, qui évidemment dans la période n'a pas pu se faire. C'est un élément important pour que nous puissions avoir la capacité à réaliser les objectifs que nous sommes fixés. Voilà, je voudrais conclure en vous remerciant de votre invitation et de votre écoute, et puis en vous disant à quel point les équipes de GRDF au complet sont à la manœuvre, à vos côtés, en présence sur les territoires pour cette transition juste et réaliste. Merci beaucoup. Merci Madame. Transition juste et réaliste avec sobriété, efficacité et verdissement. Bien évidemment, j'ai le temps de prendre une question. Qui se lance? Allez, ou 2. Monsieur. Là, au premier rang. Le micro arrive. Le micro arrive. Merci de votre exposé et puis compliment parce que vous êtes très optimiste. Ça n'a pas toujours été le cas à GRDF vis-à-vis du biogaz. Donc on peut que vous complimenter en insistant sur 2 points. Le biogaz tourne 24 heures sur 24. Le gaz se stocke. Et quand j'interroge mes méthaniseurs dans le département de l'Allier, où le syndicat accorde une avance remboursable sur 7 ans aux projets agricoles, avec une condition, c'est que ces établissements se visitent, je pose 2 questions aux producteurs. Est-ce que vous avez moins d'animaux? Est-ce que vous avez moins de production céréalière? Et ils me répondent sans hésiter, nous avons autant d'animaux, voire plus, et autant de production céréalière. Donc ça n'impacte en rien la souveraineté alimentaire, et par contre, ça alimente un triptyque qui, ancien fonctionnaire du ministère de l'Agriculture, fait que dans nos zones d'élevage, où on veut moins consommer de viande rouge, eh bien le triptyque revenu des éleveurs, c'est énergie nouvelle, c'est un peu de prix et c'est un peu de prime. Merci à vous. Vous êtes donc prêt au grand saut de la méthanisation.
auquel vous nous invitiez, madame. Allez, oui. Juste un mot pour vous remercier d'abord de ces propos, parce que c'est vrai que dans l'agriculture, en fait, qu'on a aussi besoin de décarboner, tous les secteurs ont besoin de se décarboner. Il y a deux grands sujets majeurs, les effluents d'élevage et les fertilisants chimiques. Et en fait, la méthanisation, elle répond aux deux. C'est-à-dire, avec le méthaniseur, on va bien sûr produire du biogaz qui devient biométhane quand on l'injecte. On produit du digestat qui évite aux agriculteurs d'utiliser du fertilisant chimique. Et puis, les effluents d'élevage sont un des entrants principaux. Donc, on répond à tout ça. Et si je devais dire autre chose, en complément, c'est qu'il y a aussi le CO2 biogénique, qui est un troisième produit de la méthanisation et dont on va voir l'économie se développer avec des boucles courtes vers l'agroalimentaire. C'est ce qu'on utilise dans les sodas, dans les bières et dans bien d'autres produits agroalimentaires. Merci à vous. Merci beaucoup, merci madame pour votre intervention et vos propositions, et puis continuer à travailler sur ce contrat que vous avez co-construit et qui produit ses effets, comme vous l'avez rappelé, avec le nombre de signatures depuis qu'il a été lancé. Merci à vous, madame.